Alors, le dernier atelier est dédié aux alternatives aux pesticides en arboriculture fruitière. Alors, c'est la culture où l'utilisation des pesticides est la plus importante. Alors, vous connaissez la musique. J'attends 5 minutes pour que tout le monde reprenne sa place. Voilà. Donc on va d'abord vous montrer une vidéo courte qui présente de manière non exhaustive les alternatives aux pesticides recueillies lors des rencontres en ferme. On laissera ensuite la place à un producteur de fruitiers Bastige, Pierre-Marie Laduron, et le gérant de la coopérative Renet&Co, qui promeut les vergers haute tige, Sylvain Trigalet, et le coordinateur du Gaoui, Philippe Thierry. Et enfin, nous passerons à 20 minutes de questions-réponses avec le public. Alors, voilà la vidéo. Nature et Progrès vous présente les alternatives aux pesticides chimiques de synthèse en arboriculture à travers des témoignages d'agriculteurs bio et de démonstrations aux 4 coins de la Wallonie. Nous avons enquêté auprès de 16 arboriculteurs bio-wallons pour découvrir les alternatives mises en place pour se passer de pesticides en arboriculture dans le cadre de rencontres en ferme, réunissant producteurs, consommateurs et experts. Les méthodes préventives utilisées sont liées principalement au choix des variétés et porte-greffes et à l'entretien général de l'arbre. Les méthodes curatives sont utilisées essentiellement dans la gestion des ravageurs et des maladies. La forme fruitière choisie peut être extrêmement diversifiée. Arbre haute tige, demi et basse tige, arbre palisté. Par exemple, pour le pommier, le choix peut se porter sur un arbre haute tige qui peut atteindre 12 mètres à l'âge adulte, alors qu'un pommier basse tige n'atteindra sur porte-greffe faible que 3 à 4 mètres. Ces formes sont déterminées par le choix des porte-greffes. En général, plus le porte-greffe est vigoureux et moins l'arbre sera dépendant de vos soins et ou de la qualité du sol. Selon un sondage réalisé auprès des producteurs, les 3 variétés de pommes les plus souvent plantées étaient la Ducasse et la Cossibelle. En variété de poire, ce sont la Doyenné du Comice, la Beurré Hardy et la Conférence. Chez les producteurs rencontrés, les variétés qui reviennent souvent sont la Ducasse, la Pirouette et la Natura. Les producteurs associaient plusieurs variétés dans l'exploitation pour éviter la propagation de maladies trop rapides dans la ligne de culture et pour répartir les risques. La Ducasse est un mélange entre la reine des rainettes et la Rubinola. Elle a une faible sensibilité par rapport à la tablure. Pierre-Marie a un faible pour la variété de pomme Ducasse, connue pour sa grande résistance aux aléas climatiques et sa capacité de conservation. Par ailleurs, Simon Van Paris a également opté pour cette variété et relève son goût agréable jusqu'en février. L'entretien général de l'arbre, dont la taille, est un levier principal pour prévenir les maladies en fruitier. En plus de contrôler les maladies, une taille bien réalisée chaque année permet une mise à fruit régulière, une production de qualité et facilite l'entretien du verger. La taille de formation en axe vertical signifie qu'une tige centrale dirige l'ensemble de l'arbre. C'est la manière de tailler la plus proche de la forme naturelle d'un arbre, en plus d'offrir un meilleur équilibre, d'augmenter la longévité et permettre une mise à fruit plus rapide. La taille est indispensable afin de laisser la lumière et l'air pénétrer. Les producteurs procèdent à une taille d'hiver ou une taille d'été. On peut observer à l'empirique en réaliser une en arrière-plan. Le badigeonnage consiste à appliquer diverses substances protectrices sur les troncs et les branches des arbres fruitiers pour les préserver des ravageurs et des maladies. Écoutons Yves Ayot sur les avantages du badigeon. Les avantages sont multiples. La première chose que ça permet, c'est de nourrir l'arbre par le tronc et par les branches. La deuxième chose, c'est de soigner les plaies quand on a fait de la taille ou qu'on a curé des chancres ou des choses comme ça. Ce que ça permet aussi, c'est de protéger les arbres des rayons du soleil, surtout quand on plante des jeunes arbres qui étaient très serrés en pépinière et qui se retrouvent essentiellement pour les hautes tiges qui se trouvent à grand écartement. Donc de quelques mètres, ça passe pour les pommiers à 10 mètres sur 10. Ça permet aussi de protéger contre le vent, etc. Passons maintenant à la gestion des maladies chez les arboriculteurs rencontrés. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs wallons, les 3 maladies les plus courantes étaient la tavelure, l'oïdium et le chancre en pommier, la tavelure principalement en poirier et la moniliose des fruits principalement en cerisier. Écoutons maintenant Cédric Guillaume qui nous permet d'introduire la complexité de la gestion des maladies cryptogamiques en verger.
la non-utilisation de pesticides en verger, c'est d'avoir une bonne gestion de son verger. Il y a beaucoup de maladies, comme la tavelure. La tavelure est achetée sur les fruits, on va les retrouver sur les feuilles. Toutes les feuilles qui tombent, c'est un inoculum de tavelure qui peut être présent au printemps, si le tapis de feuilles reste là. Pour gérer l'oïdium en pommier, Pierre-Marie Laduron procède à l'élimination des branches infectées et tente d'éviter au maximum les traitements. Selon Serge Fallon, la solution la plus efficace est d'éliminer les feuilles et de les brûler. Bernard Debouche enlève les feuilles blanches à la main. Voici les méthodes préventives spécifiques au chancre qui consistent entre autres à éliminer les rameaux malades, traités si nécessaire à l'hydroxyde de cuivre ou de calcium. Les arboriculteurs évitent par ailleurs les variétés sensibles et les excès de fumure azotée. Guillaume Berber nous permet de mettre en lumière la réalité des arboriculteurs bio. La gestion des maladies en arboriculture nécessite tout de même l'utilisation de certaines substances. Le cuivre, soufre, un peu de bicarbonate aussi, des biostimulants, notamment ceux de chez Tredcorp, comme du filigrine et ce genre de choses-là. Voilà. La gestion des ravageurs est également indispensable en production fruitière, avec une attention accordée plus ou moins élevée en fonction du stade de l'arbre pour certains. Selon un sondage réalisé auprès de plusieurs producteurs, les 3 ravageurs principaux du pommier sont le Carpocaps, l'Antonum et le Campagnol. Pour le poirier, ce sont le Campagnol, le Psylle et le Phytops. La gestion des ravageurs passe tout d'abord et avant tout par une diversification de la biodiversité de l'exploitation, favorisant ainsi la présence d'auxiliaires et donc une prédation naturelle. Le Carpocaps est un ennemi de taille en arboriculture. Pour le contrer, à côté des aménagements qui favorisent la lutte biologique, 2 méthodes basées sur la libération de phéromones sont utilisées. D'abord, le piégeage sexuel qui attire les adultes mâles et éclaire le producteur sur le niveau de la population. Ensuite, si la pression de population devient trop forte, la confusion sexuelle est utilisée et consiste en la libération de phéromones qui stoppent l'accouplement et in fine réduit les populations du ravageur. Le campagnol est l'ennemi numéro 1 lors de l'implantation les premières années. Plusieurs moyens de lutte préventive sont mis en place tels que maintenir une végétation rase, ramasser les feuilles et les fruits tombés au sol dans les allées, favoriser la prédation, etc. Malheureusement, ces méthodes ne suffisent pas et la lutte mécanique ou physique à l'aide de pièges est indispensable à l'échelle d'une exploitation productive. Comme dit précédemment, favoriser la biodiversité sur l'exploitation permet un certain nombre de services écosystémiques, notamment la gestion des ravageurs. On préconise de mettre à disposition un ensemble d'aménagements écologiques diversifiés sur le verger, notamment différents nichoirs et perchoirs. En effet, en fonction de la taille du trou, l'orientation ou la position du nichoir, les mêmes oiseaux ne seront pas retrouvés. Il est nécessaire également de créer d'autres refuges, tels que des haies, des tas de bois ou encore un point d'eau, pour toujours plus diversifier les eaux. On vous laisse maintenant avec Fabrice de Bellecroix qui nous parle des aménagements écologiques qu'on peut retrouver dans ce verger. Et donc, si on regarde, il y a des cavités, il y en a plein partout. Là, dans le premier pommier cassé, le tout gros qui est là-bas, il y a 3 ans, c'était un pic vert qui a fait un trou et qui a niché dedans. L'année suivante, c'était des frelons qui étaient dedans. Et donc, on est dans ces cycles-là quand on a ces habitats-là. Sinon, en effet, et ça j'entends beaucoup dans ceux qui implantent des plus jeunes vergers, c'est énormément soit de maladies, soit de ravageurs. Et là, alors oui, il faut rajouter des nichoirs, il faut faire peut-être plus des tas de branches. Il y a quand même un tas de branches là au milieu, même si j'ai jamais observé grand chose dedans, je me dis, bah, tiens, ça peut être un endroit pour un rouge-gorge niché ou des choses comme ça. On a pu observer autant de méthodes de désherbage que d'arboriculteurs visités. Seul l'objectif commun reste le même. Trouver le juste milieu entre favoriser la biodiversité, limiter la compétition des adventices avec l'arbre et maintenir des conditions sanitaires viables pour l'arbre. Alain revient sur la multiplicité des machines rencontrées. Moi, j'ai acheté aussi un appareil avec des fils comme ça. Mais alors, bon, les appareils sont en général tous les mêmes, mais alors les têtes, il y en a avec des dents comme ça, d'autres comme ça, d'autres qui grattent, d'autres qui c'est des couteaux, il y a les fils. Donc au niveau des têtes, on peut mettre un peu ce qu'on veut, si on appelle ça un intercept, pour éliminer les adventices. Et il y a une sonde qui, à chaque arbre, s'écarte et puis revient pour faire entre les arbres aussi. Le pâturage est également une alternative de plus en plus utilisée. Dans un second temps, vous retrouverez Cédric expliquant la manière de gérer son pâturage autour du moment de la récolte. C'est que ce verger-ci, ça va commencer à chuter à partir de mi-octobre. On compte en général un vide sanitaire de 3 semaines en général dans les vergers. Donc on conseille d'enlever le bétail, ici vers le 25 septembre, plus ou moins. Ça veut dire que les premiers fruits seront tombés, auront été mangés, et je ne vais pas retrouver lors de ma récolte plein de fruits pourris. Éventuellement, après le bétail,
surtout si c'est du bovin, on conseille de passer la débouseuse pour ne pas que des bouses, parfois 3 semaines après, on les retrouve pour avoir un verger qui est propre pour les récoltes. Donc une débouseuse, voire une faucheuse de refus, comme ça a été le cas ici, parce qu'il n'y a pas assez de pâturage. Mais normalement, l'optimum, c'est de bien faire pâturer un maximum avant récolte, comme ça tout ce qui tombe est bien mangé. On enlève le bétail, on refait une fauche de refus et l'herbe repousse un petit peu, qui est l'idéal pour amortir le choc et conserver les fruits. Merci à tous les agriculteurs et structures d'accompagnement pour leurs témoignages inspirants sur les alternatives aux pesticides en arboriculture. Voilà. Alors, je vais inviter maintenant Pierre-Marie Laduron, Sylvain Trigalet et Philippe Thierry à venir nous rejoindre ici devant. Voilà. Alors, petite présentation de chacun. Alors, Pierre-Marie Laduron est un arboriculteur bastige de Ouarsage. Son grand-père cultivait déjà des fruits en bio avant que ce ne soit reconnu. La ferme familiale a été reprise par Pierre-Marie en 1996 et est certifiée bio depuis 2003. Il cultive principalement des pommes et des poires, ainsi que quelques fruits à noyaux. Alors, en collaboration avec son fils Jean-Pierre, il produit également des légumes entre les saisons, vendus dans leur magasin familial, de la fleur aux fruits. Pierre-Marie a aussi enseigné l'horticulture pendant 20 ans et a été un précurseur du bio dans l'enseignement, malgré les critiques des inspecteurs. En 1996, il devient indépendant tout en maintenant un lien avec l'enseignement. Aujourd'hui, son exploitation comprend 10 hectares. Alors, Sylvain Trigalet est coordinateur et cofondateur de Rennet & Co, qui est une coopérative de valorisation de pommes, poires, prunes, issues de vergers haute tige non traités. Et alors, Philippe Thierry est le coordinateur du GAWI. Alors, le GAWI, c'est le groupement d'arboriculteurs pratiquant en Wallonie les techniques intégrées. Voilà, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons discuter de 2 sujets de réflexion. Comme l'atelier précédent, on va parler du cuivre, cette fois-ci en arboriculture. Alors donc le premier sujet, le cuivre, donc c'est un produit inerte, naturel, qui est pour l'instant autorisé en agriculture biologique, dans la protection des vergers contre certaines maladies fongiques et bactériennes. Cependant, son utilisation en agriculture biologique fait débat, car le cuivre peut perturber la vie du sol, comme on l'a dit. Alors heureusement, les alternatives au cuivre existent, ainsi que des moyens de réduire la quantité utilisée. Mais alors, pour commencer, ma première question est pour Philippe Thierry. Alors, pourquoi le cuivre reste-t-il un outil clé dans la protection des vergers bio? Alors, quelles sont les principales maladies ciblées et quelle est son efficacité? Y a-t-il des différences selon les cultures fruitières, pommiers, poiriers, cerisiers, etc.? Et quel est ton avis alors, sur la proposition de supprimer l'utilisation du cuivre en arboriculture? C'est une vaste question. Tout d'abord, en arboriculture, donc, contrairement aux autres cultures qu'on a eues tout à l'heure, c'est une culture pérenne. Donc quand le producteur fait son choix d'une variété, etc., il le fait pour 15, 20, 25 ans. Donc il ne faut pas se tromper au départ. Alors après, on a, je dirais, plusieurs disciplines. Ici, vous avez déjà 2 producteurs, un en basse tige, un en haute tige. Donc déjà, le fait de faire un choix variétal et de plantation va permettre de gérer les maladies parfois différemment. Donc quand on est en basse tige, donc c'est les vergers plus intensifs que vous voyez, etc., que c'est parfois des producteurs conventionnels qui sont passés en production biologique, vous êtes quand même à des plantations de 1800-2000 arbres par hectare, donc vous avez une densité. Et alors, pour répondre directement après la question, dans ces vergers-là, on est soumis, comme vous avez vu, à différentes maladies.
plus la variété, tantôt on a parlé de pommes de terre robustes, on a la même chose dans les pommes. Donc on a des variétés dites tolérantes, avec des multiples gènes où on peut avoir un peu de tavelure, c'est cette maladie qui est notre problème principal numéro 1, ou des variétés dites résistantes où on n'a qu'un seul gène de résistance. Mais la variété principale qui est plantée en Belgique, c'est la John Hagol. Même chez des producteurs bio, contrairement à ce qu'on peut croire. Et ça, le cuivre est nécessaire dans la lutte contre, je dirais, la tavelure. La tavelure est la maladie numéro 1 du pommier. Donc, c'est une spore qui vient du sol. À chaque pluie, en fonction de la température et de la longueur d'humectation, vous avez un risque d'infection. Donc, il peut faire une tache. Donc, voilà, ça c'est... Et donc, toute l'infection primaire, à partir du débourrement jusqu'à la fin juin, vous avez des risques de taches qui, après, en été, si on a des taches sur les feuilles ou sur les fruits, peuvent contaminer. Et là, on n'a plus besoin nécessairement de pluie, on a simplement besoin d'humidité. Donc, le cuivre fait partie des moyens qu'on peut pour contrôler un petit peu la tavelure. Il y en a d'autres qui ont été cités. Mais il n'y a pas que cette maladie-là. Donc, dans les pommes, vous avez la tavelure, vous avez également le chancre, alors qu'on soit en conventionnel ou en bio. Le chancre après récolte, donc souvent, c'est aussi un champignon. Et c'est un des seuls moyens à l'heure actuellement qu'il y a, parce qu'on ne parle que de la tavelure et du cuivre pour la tavelure, mais le chancre est le problème le plus important pour ma part qui va arriver derrière. Parce que contre le chancre, pour l'instant, à part peut-être du lait chaud, qui a une petite efficacité, on n'a pas grand-chose. Donc le cuivre, si on doit le maintenir un petit peu, c'est surtout pour le chancre. Pour la tavelure, on peut encore se débrouiller autrement. Et le premier choix, c'est d'abord son choix variétal. Vous avez vu pas mal de gens qui ont marqué la Ducasse, la Coccinelle. Bon, la Coccinelle n'est pas trop plantée, mais la Ducasse, la Natira, c'est toutes des variétés dites plutôt tolérantes. Et donc, qui vont permettre aux producteurs de moins intervenir parce qu'on ne va cibler que les grosses périodes d'infection dire de traiter, soit préventivement, soit curativement. Et dans les moyens qu'on en a en bio, c'est assez simple. On a le cuivre, un tout petit peu, et comme en pomme de terre, c'est des petites doses, on a le soufre, on a le bicarbonate de potassium, on a une substance de base qui est le bicarbonate de sodium, et puis on a une, encore qu'on appelle la bouillie sulfocalcique, mais que de toute façon on n'aura plus demain, qui est un produit qui permet de venir un petit peu curativement. Et par rapport au cuivre, en fait, le grand problème qu'on a, donc dans les poires, le cuivre est aussi important pour, je dirais, la tavelure. Et là, c'est encore plus important que les pommes. La poire qui est plantée la plupart du temps, c'est la conférence, qui est une poire qui est, je dirais, plus résistante, moins sensible que la pomme. Donc on a moins de problèmes de tavelure. On dit, oh, la conférence n'a pas besoin de la traiter. C'est pas tout à fait vrai. Elle est quand même devenue sensible. Mais on a également les bactéries, le feu bactérien. Et le fait en bio que de temps en temps on fasse un petit peu de cuivre permet de calmer les problèmes de feu bactérien également. Et en cerise, c'est également les bactéries. Donc voilà, ça c'est les maladies. Et le cuivre, en fait, tout comme dans les pommes de terre, on ne doit, bien sûr, on ne le traite pas beaucoup. On est limité à 4 kg de cuivre métal par hectare et par an. Ça, c'est ce que la Belgique a décidé. On peut s'en sortir très facilement avec ça, pour autant qu'on le laisse. Maintenant, si on revient, j'anticipe un petit peu peut-être, mais sur le problème de pourquoi on le disparaît, je reviens avec mes autres collègues des autres cultures. Moi, je ne le comprends pas. Parce que c'est un métaux lourd qui s'accumule dans le sol, etc. Il y a plusieurs études qui, bon, évidemment, on sait bien qu'il va falloir s'en passer. Mais l'enrayer du jour au lendemain, tant qu'il n'y a pas d'alternative, il y a de la recherche qui se fait. Il y a les variétés, il y a de la recherche au niveau de l'hypopeptide, d'huiles essentielles, etc., qui est en cours. Mais c'est vraiment enlever un maillon clé du jeu. Alors, pour la tavelure, on pourrait encore s'en sortir sans ça. Mais demain, sans autre solution pour le chancre, dans des conditions avec le dérèglement climatique, les hivers qui sont plus humides, etc., on va rencontrer un grand problème avec le cuivre. Et cette décision au niveau SPF, elle est basée sur une logique, évidemment, de modèles qui tournent au SPF. Il faut savoir que ça fait 12 ans quand même que le SPF demande aux firmes d'adapter par rapport à une directive européenne, et ils n'ont pas les infos. Et donc maintenant, ils ont sévi, simplement. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est si moi on me met en avant que ce sont les micro-organismes du sol qui sont en cause ou les organismes aquatiques, je suis d'accord. Mais actuellement, c'est même pas ça qu'on nous met devant. On nous dit votre dose est trop élevée et le problème serait peut-être dans les oiseaux. Bon, de grâce, vous parlez tantôt de lobbying et on veut bien enlever tout ce qu'on veut, mais il faut qu'on comprenne aussi pourquoi. Et pour l'instant, ce qu'on nous met en face, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on se bat quand même pour un peu en garder, tout en sachant que demain, on doit l'éliminer. Et il faut savoir que le cuivre aussi, dans le sol, il y a une bioaccumulation, mais il y a aussi des quantités de cuivre au niveau du sol qui, je dirais,
On parle de 50 microgrammes de cuivre par kilo de terre, à partir duquel on aurait une toxicité sur les vers de terre, par exemple. Où en est-on dans nos sols? Alors, les pommes de terre, ils font des rotations tous les 7 ans. Évidemment, en arbole, je vous ai dit, c'est pérenne. Donc, quand on en utilise chaque année. Il est vraiment intéressant de savoir dans nos sols où on en est au niveau du cuivre. Alors, ça, si on sait qu'on est déjà trop élevé, il faut que les producteurs se disent on doit lever le problème. Mais pour l'instant, voilà sur le cuivre, quoi. Mais sur les maladies, donc j'ai dit tavelure, ça concerne plusieurs maladies, mais le premier choix d'abord, c'est la variété et les distances de plantation. Donc, mais ça dépend comment vous voulez vendre les fruits et quel est votre secteur commercial. Donc si vous faites de l'industrie, vous pouvez produire sans quasiment traiter ou avec très peu de traitement dans des arbres de plus haut volume. Voilà, là, il y a une grande diversité dans les cultures arboricoles. Ça va vraiment du basse-tige au haute-tige, en passant encore par d'autres formules sur le côté. Et chaque système a ses avantages. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, prochaine question pour Pierre-Marie Laduron, donc, qui est producteur en basse-tige. Finalement, c'est un peu la même question. Quel est ton avis par rapport à la potentielle suppression du cuivre? Et que peut-on faire, est-ce qu'on peut faire sans le cuivre en arboriculture bio? D'abord une petite précision, parce qu'on dit au basse-tige, tout ça, c'est jamais que des réglementations, et elles sont toujours un petit peu stupides quand c'est mis sur papier. Moi, j'ai des basses-tiges qu'il faut s'y mettre. Hein. Donc voilà, il faut le remettre. Mon grand-père faisait du bio sans le savoir, c'est un peu comme Bruno a parlé avec Philippe tantôt, avant 43. Voilà, il savait rien, le mec. Et c'était polyculture élevage. Et nous, la seule rotation que nous ayons, c'est tous les 20 ans, 25 ans, 30, 35 pour les poiriers, de remettre la même culture. Donc on est totalement has-been, quoi. Ouais. Et là-dedans, on doit essayer de louvoyer et de survivre. Maintenant, c'est vrai, la problématique cuivre est là. On n'a pas préparé de coup, sinon j'aurais pris le temps. Si on coupe les interrupteurs, il n'y a plus de cuivre. Moi, je dois, avec 120 jours, maintenant, là, 2025, avoir un plan de carrière avec crédit à 20-25 ans. Pour les jeunes, c'est encore pire. Pendant que les gars sont dans la rue pour leur nomination de fonctionnaires de carrière. On a quand même un gros problème aussi, là. Doit-on continuer à produire? C'est la question qu'on se pose. Et puis, les doses et comment on peut faire. Le bio, ceux qui m'entendent depuis longtemps, la feuille européenne ne me plaît pas trop. Hein, elle est permissive pour beaucoup de choses. Pour moi, elle suit le même lobbyisme que le reste. Ceci dit, on n'a pas des plans de pommes de terre, nous n'avons pas des plans d'arbres fruitiers, nécessairement. Toujours, c'est sous dérogation qui sont bientôt terminées, 2025 d'ailleurs. Et puis, ça devient très complexe, en fait, de démarrer. C'est pour ça que moi, j'ai la chance de faire mes arbres en grande partie moi-même, avec mon épouse. On les fait en interne. Et là, on a des problèmes d'administration. Les semences, et on a parlé tantôt avec Patrick, tout ça est soumis à des grandes règles. Venir élever un arbre chez soi, en plus quand c'est bio, vous imaginez, Laska, elle adore tout ça. Mais en fait, c'est pas grave, j'arrive à me défendre jusque maintenant. Et pour le reste, j'utilise peu de cuivre. Quelles sont les alternatives, justement Les alternatives, il y a beaucoup de possibilités non admissibles administrativement parlant. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, j'avais fait un essai d'une parcelle, on a fait toute la saison en bicarbonate de potassium. Ça avait marché. Mais vous avez 1 heure à 1 heure et demie, 2 heures maximum de réaction sur la germination du spore de tavelure. Nous, on a une fenêtre de traitement qui va de 3 heures à 4 heures maximum. Alors là, on est soumis à toutes les bêtises actuelles. Le vent. Puis-je traiter? Non. Tant pis, tu n'auras pas de récolte. Mais on est en train de nous tuer, quoi, en fait. Ouais. Alors que si je ne suis pas en bio, je peux attendre 1 jour. Je peux attendre 2 jours, je paye un peu plus cher. Le 3e jour, ça commence à être difficile. Mais on a une grande fenêtre de traitement. Les alternatives, compliquées. Quand on a quelque chose qui fonctionne, un metteur en marché met le doigt dessus et nous le vend 12 fois le prix. Et vous pouvez utiliser que celui-là. Quand on parle de bicarbonate, tantôt c'était écrit ici, en fait c'est totalement interdit. Hein. Vous devez acheter un produit qui contient 85% de bicarbonate de potassium et 15% de vous ne savez pas quoi. C'est ce qui me dérange, en fait, c'est les 15% que je ne sais pas quoi. Outre que ça coûte, exactement, ça coûte 8 fois et demi plus cher. Mais c'est normal, il y a quelqu'un qui a mis
une licence européenne ou mondiale là-dessus. Donc on est un peu bloqué. C'est pas parce qu'on est en bio qu'on est libre. Hein. Dans ma tête, je suis libre. Mais dans les réglementations, je ne le suis pas. Ok, merci. Alors, maintenant, ma question à Sylvain. Donc, toi qui promeus plutôt les vergers aux tiges, et surtout avec zéro traitement, quel est ton avis sur la potentielle suppression du cuivre? Donc évidemment, comme dans nos vergers, on n'utilise pas de cuivre avec tous les producteurs coopérateurs, la décision aura peu d'impact, puisque de notre côté, il y a zéro produit, que ce soit du fongicide, de l'herbicide et des pesticides, évidemment, puisqu'il y a la certification bio qui peut être mise en place. Et donc, le principe de base, et là, il faut faire la petite distinction avec la fruticulture peut-être plus classique, c'est que les vergers dans lesquels on travaille sont toujours des arbres fruitiers qui viennent s'implanter dans des prairies. Et donc, on est dans un complément de revenus, ce qui fait justement, comme vient de le dire Pierre-Marie, c'est qu'en fait, le revenu à l'hectare ne dépend pas de la production de fruits, contrairement à ceux qui sont en bastige. Et donc, c'est ici que le modèle est intéressant, c'est qu'on a des rendements qui sont extrêmement faibles par rapport au bastige. On va être sur des 4, 5, 6, 7 tonnes. Les bonnes années, on va peut-être monter à 10, 12, mais c'est des rendements qui sont très bas. Par contre, on a zéro intrant. Il faut mettre de la matière organique. Hein. On a le fumier, on parlait de la polyculture élevage. Et donc, le modèle haute tige que nous, on défend chez Renet & Co, c'est de dire zéro intrant en termes de produits. Donc, on n'a pas les fluctuations de marché et autres. Techniquement, on s'en fout sur la partie intrant. Il y a le pâturage qui est là et qui fait ses fertilisations organiques sur la parcelle. Il y a des passages, il faut peut-être passer un coup de gyrobroyeur, un débousage avant les récoltes, pour les fruits de l'industrie notamment. Et un des paris que nous on fait chez Renet & Co, c'est d'essayer de faire aussi un peu de fruits de table, puisque c'est là qu'on va chercher évidemment la plus-value dans la vente des fruits. Et donc on essaye de produire avec des variétés beaucoup plus tolérantes, il n'y en a aucune qui est résistante, mais en tout cas tolérante, du fruit, et comme des anciennes variétés qui ont été plantées dans le pays de Herve et autres, on essaie de remettre des fruits d'industrie qui sont vendus actuellement dans des marchés plutôt de niche, des petits volumes, des anciennes variétés qu'on ne trouve plus actuellement sur le marché et qui donnent un avantage concurrentiel à Renet & Co, puisqu'on amène des variétés qui ne sont pas en concurrence avec les autres. On va vendre des poires, des pommes qui n'existent pas, et donc ça nous permet d'avoir des prix suffisamment rémunérateurs avec peu d'intrants. Et donc même si les phases, par exemple, de cueillette sont plus compliquées, puisqu'on est à l'échelle ou à la nacelle et on n'est pas plus proche du sol, on va avoir finalement, quand c'est lissé à l'année, l'échelle, le travail à l'échelle, mais avec peu d'intrants, fait que finalement, nous on estime que ce modèle reste quand même une très belle plus-value pour l'agriculteur, qui a plutôt une optique élevage, et donc clairement on n'est pas dans de la spécialisation production de fruits, il faut toujours une combinaison, mais actuellement c'est un système qui nous semble pérenne, et donc on essaye avec Renet & Co de travailler, on est sur plusieurs milliers d'arbres fruitiers aux tiges, là, de valoriser ça en allant jusqu'au bout. Pas en vendant de la matière première, mais en vendant des jus, des compotes, des fruits séchés, parce qu'on sait que c'est, justement, on l'a vu dans pas mal de problématiques ici, c'est les transformateurs et la commercialisation prend aussi une grosse partie des marges par rapport à cette matière première. Et donc nous, on fait le pari de les vendre jusqu'au bout, jusqu'au produit final, au consommateur, peu importe le secteur de distribution. Et là, c'est une réflexion plus générale qui n'est pas liée aux fruits et à l'aspect intrant. C'est plus la manière dont on organise notre filière. Ok, merci beaucoup. Alors, vu qu'on a déjà beaucoup parlé du cuivre, on va passer au prochain sujet de réflexion. Alors, nous allons maintenant donc aborder le sujet du dérèglement climatique et ses conséquences sur nos vergers. Alors, depuis plusieurs années, nous constatons des changements climatiques de plus en plus marqués, hiver plus doux, gelée tardive, vagues de chaleur intenses, sécheresse prolongée, événements climatiques extrêmes comme des tempêtes ou la grêle. Alors, ces bouleversements affectent non seulement la croissance et la productivité des arbres fruitiers, mais aussi la qualité des récoltes, la gestion de l'eau et la lutte contre les ravageurs et maladies. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir plusieurs experts du terrain qui chaque jour font face à ces défis et expérimentent les solutions pour adapter leurs pratiques. Alors, ma première question, pour chacun d'entre vous, quels sont les principaux changements climatiques que vous avez observés dans vos vergers ces dernières années et quels types de cultures sont les plus affectés et de quelle manière? Alors,
Oui, Pierre-Marie. Tout ce qu'on appelle modification climatique n'est jamais que le résultat de ce que l'humain a fait, il me semble, depuis longtemps. Et nous en subissons les conséquences. Nous, on va sortir, on met un pull. Hier, il faisait moins 5,2 chez moi. Dans 4 jours, il fera 14 degrés dès le matin. La nature, elle ne met pas de pull. Les animaux, ils rentrent dans leur terrier. Et le végétal, il est déjà en train de se développer. Le sorbus est en croissance, le corylus est en pleine fleur, et on dit la vigne pleure. Tantôt, j'ai entendu qu'on parlait de la terre amoureuse, mais nous, on dit la vigne pleure. Quand la vigne pleure, ben, c'est le printemps qui est là, quoi. Et le printemps, il est là dans quelques jours. Donc, les modifications que nous avons, ben, dans ma région, au Pays de Herve, il y a une variété qui s'appelle la Légipon, qui est destinée en tige, évidemment, en pastille très compliquée, pour le sirop. Et je me rappelle très bien qu'une année, la poire a brûlé sur l'arbre haute tige. Et il n'était pas en stress hydrique. Il était simplement en stress climatique. Donc, c'est un problème de déshydratation de l'épiderme. En fait, c'est notre coup de soleil, quoi, en fait. Eh bien, on n'avait jamais vu ça. C'est arrivé en 2016, et maintenant, c'est récurrent. J'ai toujours 2 cartouches de poudreuse, comme on dit, mais on ne parle pas évidemment de voisinage et de tout, mais il faut protéger nos cultures. J'ai dû me protéger contre la grêle, puisque jeune indépendant, j'ai subi beaucoup de grêles qui m'ont vraiment fort affecté. On a dû mettre du polyéthylène sur la plupart des bastiges. Et ben vous savez quoi? Maintenant, ça m'aide contre les brûlures l'été. C'est quand même con, quoi. Ouais. Et alors, au niveau résilience totale, vous avez eu tantôt la chance d'avoir à table, et si vous n'avez pas pris, on parlait tantôt de 1 gène de résistance, 2 gènes, 3 gènes, ben on y est aussi, quoi, parce que grâce au CRA et à la ferme du Héron au Villeneuve d'Ascq, on a sorti la Ducasse, qui a quand même mis 18 à plus de 20 ans pour sortir. Elle a 3 gènes de résistance contre la tablure, elle. Mais si on perd le cuivre, on va perdre des années. C'est la même chose que Patrick a expliqué. Donc, on va essayer de maintenir un petit peu le plus long possible, et puis soyons fiers, c'est 100% à l'ombre au 100. Ouais. Oui. Et alors, quelle stratégie est-ce que tu as mis en place justement pour protéger tes arbres de ces aléas climatiques? Donc sur ce verger spécifique qui était somme toute tout au début vraiment une expérience, les arbres ont été greffés et plantés directement sur place, ce que personne ne peut faire évidemment. Nous sommes régis par des règles économiques et fiscales. Ce que j'ai fait est anti-rentable, mais je peux dire une chose, c'est que les arbres vont toujours tenir debout, que les arbres ne vont pas avoir de stress hydrique. Mais c'est simplement nous qui ne sommes plus en relation, en corrélation avec l'économie actuelle. Donc je dois répéter ce que j'entends trop souvent. À la fin, on va tout importer, comme nos frontières sont quand même des passoires. Donc doit-on encore produire ici? Je ne parle que des règles. On parle aussi tout le temps de Wallonie. Excuse-moi, je dois insister, puisque nous avons plus de collègues dans ma profession qui sont en Flandre. Ils sont, eux, régis par ce qu'on appelle les veilings. Donc ils ne réfléchissent pas nécessairement à ce qu'ils font, quoi. Ils font des trucs qu'on leur dit de faire, un peu comme les patates, quoi. On exporte le 7 sur 8, quoi. Voilà, donc c'est la même chose. Il y a des catastrophes qui vont arriver aussi, évidemment. Et elles seront très, 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 très impactantes pour tout le monde. Parlons aussi un peu de législation. Notre beau pays, qui est la Belgique, puisque je suis belge, a déjà eu des problèmes de législation entre régions au niveau des reconnaissances phyto. Mais je les vois encore venir de plus en plus, moi. Hein. Ok. Alors, Sylvain, au niveau des hautes tiges, est-ce qu'on rencontre aussi les conséquences du dérèglement climatique? Alors, sur la partie, on a parlé beaucoup de variété, il y a un élément important dans les arbres, c'est de parler aussi de l'aspect porte-greffe. Et donc, quand on travaille en haute tige, on a des systèmes racinaires qui sont plus puissants, qui vont explorer des plus grandes zones de sol. Et donc, ça peut nous donner un coup d'avance dans la lutte, par exemple, contre les problèmes de sécheresse, puisque l'irrigation en haute tige, elle peut se faire dans les premières années, mais elle va être moins conséquente une fois que les systèmes sont implantés. Dans les jeunes vergers, ça peut être un problème, puisque, comme on vient de l'expliquer, quand on achète des arbres en pépinière, qui viennent d'être greffés, etc., on a un stress qui affecte les jeunes vergers. Mais une fois qu'ils sont implantés, on va avoir des consommations d'eau qui vont être plus en profondeur. Donc ça, on a un élément. Par contre, on vient de parler des brûlures sur fruits. Quand le soleil tape à 35 sur la face sud de l'arbre,
peu importe qu'on soit à 2 mètres ou à 5 mètres ou 10 mètres de haut, et à 10 mètres de haut, on a encore plus d'éclairage, ça va brûler. Donc ça peut être un impact contre lequel on a peu de solutions, puisque justement, quand on est à 8-9 mètres de haut, on ne sait pas commencer à jouer avec des interventions plus d'ingénierie fruitière, avec des filets, des protections. Mais c'est toujours l'optique ici, c'est de dire, voilà, si on a une perte, par exemple, s'il y a une grêle sur les fruits, on va peut-être devoir déclasser une plus grosse partie pour la partie fruits de table, mais derrière, la valorisation dans les différents types de transformation permettra quand même de tirer ce revenu toujours complémentaire. Et donc, comme il y a moins de stress, puisque le revenu ne dépend pas à 100% de la production, à condition qu'elle soit groupée, parce que seul quelqu'un qui doit acheter sa chambre froide ou faire ses investissements en solo, il n'y arrive pas, et c'est l'objectif de RENET ici. Clairement, il y a des choses contre lesquelles le réchauffement va nous impacter. S'il y a une tornade ou un orage très puissant qui vient casser de la grosse charpentière, quand on met 25-30 ans à développer un arbre fruitier, et puis que sur une seule tornade ou un gros coup de vent, parce qu'on a 200 kg de poire au bout de notre fruitier, ça peut avoir un impact et ça peut mettre à mal les 15 ans de développement de l'arbre qu'on a mis en place. Donc il y a un risque climatique important, les grands vents, quand on est fin août, début septembre avec les grosses tempêtes et qu'il y a le feuillage plus le poids du fruit. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie de tailler en axe avec moins d'écorce incluse, mais il y a clairement des risques sur lesquels on a zéro, on n'a pas de prise sur une tempête qui arrive dans un verger aux tiges. Il y a l'implantation de haies, mais quand la haie est arrachée par le premier coup de vent, ce qu'il y a derrière, ça tombe aussi. Donc, voilà. Ok, merci. Alors, peut-être Philippe Thierry, quelles innovations ou pratiques penses-tu indispensables pour pérenniser justement cette arboriculture face au changement climatique ? Est-ce qu'il y a des choses à développer Dans les changements climatiques, donc, je vais un tout petit peu compléter. C'est vrai que ça fait déjà, donc sur les 20 dernières années, si on regarde, on a quand même avancé, je dirais, les dates de récolte d'environ 15 jours, 10 à 15 jours. Donc ça veut dire que les hivers sont plus doux, on démarre la végétation beaucoup plus tôt, avec systématiquement plus d'exposition au risque de gel, mais surtout au risque de grêle également. Et alors, sur les quelques dernières années, avec les alternances de sécheresse, tout à fait, là, c'est l'importance des supports porte-greffes. Donc, vous avez vu, en Bastige, on est sur des... Bon, traditionnellement, on met du M9, mais maintenant, dans la plupart des vergers, en fait, tous les vergers bio ne sont pas irrigués. Plusieurs vergers conventionnels sont irrigués, surtout en poire. Ça peut être une des solutions. Mais donc, vous voyez parfois poindre par là, qu'est-ce qu'on voit donc, ce que je veux dire par rapport à l'irrigation, on a ces alternance de sécheresse, et quand vous avez du temps au mois de juin, juillet, août très très chaud et qu'il n'y a pas d'eau, à un moment donné, vous avez un gros impact qui se fait sur la nutrition de l'arbre, mais directement un impact sur la qualité du fruit, mais également un impact sur la qualité du bouton pour l'année suivante. Donc on a systématiquement, on peut avoir des impacts directs avec le gel, la grêle, la sécheresse, mais qui va se répercuter également sur l'année suivante. Donc les solutions innovantes, il y a deux voies. Il y a ceux qui partent en disant je vais mettre des filets anti-grêle, je vais mettre du système d'irrigation, éventuellement du système d'aspersion, ça c'est pour ceux qui peuvent avoir accès à l'eau pour lutter contre le gel, mais du coup vous êtes dans des investissements à 100 000 € l'hectare. Il faut déjà pouvoir les amortir. Et puis il y a la deuxième voie qui pour moi est quand même beaucoup plus naturelle, c'est ce que travaille le CRA notamment, c'est de travailler, je dirais, les variétés. Bon, les variétés, elles sont là plus pour la résistance aux maladies, etc. Mais surtout de travailler sur des porte-greffes, pas des hautes tiges, pas des basses tiges, mais des porte-greffes qu'on appelle le M111 ou le G11 ou encore d'autres qui sont en train d'être travaillés, qui vont conférer 10 à 15% de croissance en plus à l'arbre. Donc de meilleure résistance, un meilleur enracinement. Donc c'est un peu le haut tige qui va puiser très loin. Des porte-greffes un peu plus vigoureuses permettent d'aller un peu plus bas, chercher l'eau et donc moins dépendre de l'eau. Voilà, ça c'est sur les incidences climatiques. Maintenant, le changement climatique, lui, bon, dans les maladies on l'a dit, mais aussi des nouveaux ravageurs. Parce que quand on parle en arboriculture, on a peut-être en moyenne 4 maladies importantes à suivre, mais on a à peu près 35 ravageurs à suivre. Donc, alors heureusement, chaque producteur n'a pas 35 ravageurs chez lui, mais on en a quelques-uns. Et dans les nouveaux ravageurs, on a par exemple, on a montré tout à l'heure le Carpocaps du pommier, donc qui est ce vert des pommes. On met des diffuseurs et tout, mais maintenant, depuis que le chemin là, on voit quoi apparaître depuis 2 ans. On a la taupe, la tordeuse orientale du pêcher, donc qui sévit dans le sud de la France, mais elle commence dans les pommes et dans les poires à faire du dégât par chez nous.
Il y a la Drosophila Suzuki qui est montée, enfin qui est venue de l'étranger, mais qui a trouvé maintenant les conditions climatiques également. Mais ça, c'est plus pour, je dirais, des petits fruits. Ça ne nous concerne pas directement. Donc voilà un ravageur. Maintenant, j'en avais un deuxième en tête qui était également la punaise. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la punaise diabolique. Donc chez nous, on a des punaises indigènes, la punaise marbrée, la punaise verte, qui font quelques dégâts sur fruits. Une punaise adulte pond 40 œufs à 50 œufs par femelle. La punaise diabolique, qui est aussi en train de monter du sud, elle, dans les mêmes circonstances, va pondre 250 œufs. Et là, par exemple, en bio, on a 0 moyen pour lutter contre ça. Donc ça fait des petites fossettes sur les fruits. Alors c'est acceptable selon où vous vendez vos fruits. Donc il y a des producteurs bio qui vendent en direct dans les marchés, etc. Ça passe sans problème. Et puis vous vendez à un peu plus grande échelle vers, je dirais, la moyenne distribution, ça pose problème. Voilà. Enfin voilà, ça c'est dans les changements, ça veut dire à la fois le changement culturel, je dirais, et aussi des nouveaux ravageurs. Mais là, je peux rester des heures à parler de ça. Oui, merci beaucoup. Alors maintenant, on va faire place à la session questions-réponses avec le public. Alors on va prendre donc 3 questions du public et après on aura les réponses de nos intervenants. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout était très clair. Pas de questions. Ah, si, une question. Bonjour, est-ce que vous êtes au courant de traitements à base de tête de compost? Ça se fait en Flandre, mais en Wallonie, j'ai jamais entendu parler. Est-ce que vous avez déjà essayé ou bien est-ce que vous avez une idée sur l'effet que ça donne? Alors, peux vous... On va trois questions. On va prendre 3 questions. Ouais. Encore une question? Sauf si... Oui, voilà. En fait, c'est un peu la même chose. J'ai appris qu'en Pologne, on utilisait de la levure boulangère pour limiter le mildiou. Et bon, voilà, le thé de compost ou le jus de compost apporte aussi des bactéries et des champignons sur l'arbre. Est-ce que vous avez une expérience de ça? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors, une 3e question. Oui. Bonjour, François Sacré. En fait, il y a dans les forêts comestibles, c'est quelque chose qui est clos. Je sais que c'est une autre échelle. Vous avez des grandes étendues. Et là, on parle de plus petites surfaces. Mais on allie beaucoup tous les fruitiers. Donc, ça forme des haies. On inclut, par exemple, des pieds de vigne dans des ronciers. Ce qui fait que les arbres se protègent entre eux, contre les ravageurs, les campagnols, etc. Mais aussi, ça favorise la biodiversité. Ça n'a que des atouts, en fait. Donc, c'est une lutte un peu simple, mais enfin, ça reproduit un peu ce que la nature fait spontanément. Et pour en revenir, si je peux me permettre aussi aux pommes de terre, je sais de nouveau qu'on parle d'échelle, hein, pas de grands champs, mais de plus petites surfaces. Mais je me disais qu'en alliant à la pomme de terre une plante qui est structurante et qui n'est pas dommageable pour la récolte, je pense au lin par exemple, est-ce que ça ne peut pas être une solution aussi? Comme ça, le lin permet de couvrir toute la terre qui est mise à nu et ça peut aider la pomme de terre à résister aux maladies, il me semble. Ok, merci. Alors, oui, 3 questions. Pierre-Marie? Oui, thé de compost, bien sûr, vous avez raison. Et puis, il faut savoir que la base de toutes les connaissances là-dessus viennent aussi majoritairement des Pays-Bas. Ouais. Et bien sûr qu'on a essayé tout ça. Ce qu'il faut tenir compte, c'est le facteur extérieur, le facteur humidité, le facteur durée d'humectation. C'est très important sur des maladies qui sont des pathogènes réels. Au niveau levure, ça fait, je crois, maintenant 12 ans que je suis remonté d'Aquitaine, où Evelyne nous a parlé du Brotrunk, etc. Essayez de mettre un machin comme ça au milieu d'un verger professionnel avec les réglementations. En fait, c'est pas compliqué. Vous auriez de l'eau bénite qui fonctionne. On vous interdit d'aller chercher à l'église. C'est pas compliqué. Moi, je suis arrivé là. Donc oui, il y a des possibilités.
qui ne marchent pas nécessairement. Des huiles essentielles, avec M. Jean Toutain, au nord de la France, du côté d'Amiens. Lui avait un verger haute tige, et puis c'est encore un ancien de l'INRA. Il y en a beaucoup qui ont fait 30-35 ans d'INRA, et puis qui ont retourné leur frac, comme on dit à Liège, et qui faisaient... Ah, il y en a beaucoup, hein, Bruno. Voilà. Donc Jean Toutain, c'était le même. Et maintenant, son fils a un labo qui vend des huiles essentielles. Ça peut fonctionner dans des vergers où il y a des faibles intrants ou pas d'intrants, comme mon voisin. Ça peut fonctionner chez eux quand on a quelque chose. Mais en verger professionnel, celui qui doit remplir le rayon du magasin. Et quand je suis en professionnel, quand je fais 15 tonnes hectares de fruits consommables, je suis le plus heureux, hein, pendant que mes collègues en font 40-50, quoi, en non-bio. Donc moi, si je fais 15 tonnes, je suis heureux, je suis content. Et je veux les vendre au prix juste. Donc vous voyez la complexité de quelque chose qui fonctionne. Dans les études de pathogènes, en atmosphère confinée, franchement, il y a beaucoup de choses qui marchent. Franchement. Mais dès que vous êtes à l'extérieur, avec un verger économiquement rentable, comme on dit, bursu de tatin, malheureusement. Mais l'eau bénite, franchement, je le dis toujours au SPF, pourquoi ça ne marcherait pas finalement? On ne sait jamais, hein, Charlie? Alors, peut-être que Philippe Thierry peut par rapport au thé de compost et aux levures, tout à fait, je rejoins. Donc ça fonctionne à 40-50% grand maximum. Donc quand vous êtes sur des grosses infections, c'est pas tenable. Sur des variétés tolérantes où on ne traite pas beaucoup, voilà, ça peut être même des gens qui vont avoir du succès en bio. C'est ce que je dis en bio, l'avantage, c'est que quand vous êtes dans le monde du bio, comme on a entendu parler, c'est très diversifié. Les pratiques des uns ne sont pas les mêmes. Ici, en Belgique, donc on a dans les vergers Bastiche, je dirais, voilà, ils sont tous à peu près dans un même type de verger, avec plus ou moins les mêmes variétés. Et ces méthodes-là ne sont pas trop utilisées. Chez certains autres producteurs, qui sont parfois un peu plus marginales, vous voyez appliquer ça. Mais vous êtes tout de suite dans des vergers différents, des vergers plus extensifs, donc plus aérés. Et donc c'est peut-être ça aussi l'avenir, d'aller vers des choses où on va limiter déjà mécaniquement les maladies. Et là, tous ces systèmes-là qui fonctionnent à 30-40%, ça aide. Mais vous mettez ça uniquement dans un schéma, ça fonctionne peut-être un peu en labo, mais sur des type John Gold, pomme sensible ou golden, on veut faire... Attendez, c'est une aberration. On fait de la John Gold, on fait de la Gala, on fait de la golden en bio. Posez-vous parfois la question, quand vous achetez une Gala qui vient de Hollande, je suis désolé, mais qu'on vend au mois de avril, mai, comment est-ce qu'ils ont fait pour la garder jusque-là? Enfin bon, il y a parfois plein de questions, quoi. Mais voilà, ces produits-là connaissent. Maintenant, le thé de compost marchera. Il y a des essais actuellement au niveau du PC Freud, donc à Saint-Tron. La maladie de la tavelure, ça vient du sol. Ce sont les feuilles, enfin, pour faire court, ce sont les feuilles qui sont tombées à l'hiver, bien sûr, qui ont des taches, et de là vont apparaître des spores au début de saison. Donc des spores qui sont projetés. Et c'est ça que je parlais tantôt de l'infection primaire. Dès que vous avez des bourrements, vous avez à chaque pluie des petites gouttes, et puis les gouttes font projeter des spores. L'important, c'est de détruire les feuilles. Donc quelqu'un qui a de la tavelure, comme n'importe quel producteur, je lui conseille toujours, il faut détruire tes feuilles le plus tôt possible à l'hiver. Détruire comment? Soit ils endènent les feuilles dans la bande enherbée et puis ils les broient, soit les producteurs bio, avec l'aide des machines à disque, les recouvrent de terre pour augmenter la décomposition des feuilles par les vers de terre et les micro-organismes du sol, et donc vous diminuez jusqu'à 75 à 80% l'inoculum de tavelure pour l'année suivante. Ça, c'est déjà un moyen prophylactique que malheureusement tout le monde ne fait pas. Alors dans les conditions climatiques que l'on a avec le changement, avec les pluies qu'on a eues, depuis 2 ans, les producteurs ont eu très difficile à passer dans les vergers sans défoncer les vergers pour simplement détruire ça. Mais le thé de compost, là maintenant, il y a des essais qui sont en train. Donc c'est un produit qu'on appliquerait sur les feuilles en végétation ou juste sur les feuilles qui sont tombées au sol. Et ce thé de compost-là active la biodécomposition des feuilles. Voilà un moyen prophylactique, je dirais, avec l'ajout d'un produit naturel, quoi. Voilà. Merci. Pardon. Et par rapport à madame... oui, tout à fait, vous avez raison, quand on multiplie, déjà dans un verger, que vous prenez un verger conventionnel classique, chez nous, je vous ai dit tantôt, la John Gold est dominante. Vous aviez jusqu'à peu, parce qu'on a beaucoup arraché, on avait une plaque tout de suite de 1, 2, 3 hectares de John Gold, avec de temps de pauvres pollinisateurs à 15% qu'on le mettait. C'est bien, voilà, mais c'est donc très sensible. Là, quand vous avez de l'infection de tavelure, vous avez une seule variété qui est très sensible, et vous avez un grand inoculum de tavelure. Dans les vergers
qu'il soit en conventionnel ou en bio, où vous avez des multiples variétés et vous êtes à 3 de pommes simplement déjà, 3-4 ans, et vous alternez les variétés, la pression d'inoculum de race de tavelure est déjà moins fort. Et donc, voilà, simplement par le mélange génétique. Maintenant, il y a eu un essai, mais malheureusement, on n'a plus trop de nouvelles de la part de... Rappelle-moi, on a été visiter le verger circulaire dans le sud de la France avec le grabe à Gauthieron, le grabe de Gauthieron. Donc, il y a une chercheuse de l'INRA, je pense, Sylvaine, j'ai oublié comment, qui avait une super idée, c'était très original, c'est un verger circulaire. Et donc, on avait le verger circulaire avec dedans des pommiers, des poiriers, des pruniers, des cerisiers et différentes choses. Et c'était exactement ce que vous racontez comme histoire. Maintenant, on n'a pas été revisité par la suite et on n'en a plus vraiment entendu parler. L'idée était scientifiquement très intéressante, mais après venaient se poser 2 problèmes, notamment, qui étaient la gestion des rongeurs et la gestion du carpocaps, surtout dans leur région, dans le sud, là-bas. Et donc, on ne comprenait pas, mais ça mérite d'aller voir. Mais vous avez raison, et dès qu'on multiplie les variétés, et c'est ce qui se passe quand on a des petites surfaces et les gens arrivent, il n'y a pas besoin de traiter, on arrive, soit qu'on connaît un peu mieux son arbre, là, et on va cibler les choses très précisément. Voilà, mais ça, vous avez raison. Mais quand on vient dans des plus grandes surfaces, ça devient compliqué. Merci. Alors, je ne sais pas si Sylvain, en haut-tige, est-ce que c'est d'application, ce genre de choses? Pour compléter sur la partie... variété, diversité des variétés, un élément important quand même, c'est que dans le monde du haut-tige, on voit beaucoup de ce qu'on appelle de vergers conservatoires, où on veut justement mettre en évidence ce patrimoine fruitier. Et on tombe alors très vite dans les problématiques de logistique et de rentabilité des récoltes, où on se retrouve avec parfois 50 arbres, 50 variétés. Économiquement, c'est impossible de s'en sortir. Et donc, tout projet, toute planification de verger doit se faire avec toujours cette optique d'abord de logistique, valorisation des fruits, date de récolte, qu'elle ne bouge pas, il faut que ça soit plus ou moins dans la même période. On peut avoir une poire et une pomme qui vont se ramasser plus ou moins à la même période et on va pouvoir mettre les équipes logistiques de récolte au moment dans le verger. Évidemment, il ne faut pas commencer à mettre un poirier, une pomme, un poirier, parce que si on fait une récolte mécanique, au niveau du ramassage, c'est le bordel, quoi. Il faut optimiser par ligne, ou il faut mettre de la variété, mais il faut toujours penser à l'aspect récolte, et c'est beaucoup trop négligé dans ces vergers haute tige qui sont souvent faits de manière un peu amateur. Et donc, pour moi, il y a moyen de faire des vergers à vocation économique, en lien avec le pâturage, mais avec ces réflexions très poussées sur les notions de récolte, évacuation du bétail. Il faut sortir le bétail, donc on va perdre un peu d'herbe, 80% d'herbe au lieu de 100%, il faut que cette perte soit compensée par la production de fruits. Donc tous ces projets de variabilité des espèces, c'est intéressant, mais il faut que ça reste toujours rentable, à la fois pour les récoltes et puis pour la commercialisation. Si vous avez 25 variétés de pommes avec des très petits volumes, vous allez travailler en circuit court, ok, mais si vous voulez commencer à livrer 15-20 tonnes à un grossiste, lui, il s'en fout d'avoir 25 variétés dans son panel, il lui faut une croquante, une rouge, une verte, et puis c'est réglé, quoi. Donc il faut rester très rationnel par rapport à ça. C'est utiliser des vieilles variétés, mais peut-être sélectionner les 5 ou 10 anciennes variétés qui sont commercialisables. On a parlé tantôt, elle n'a pas été citée la rainette du bois ou d'autres choses qu'on va pouvoir vendre en fruits de table, qui étaient commercialisées peut-être par la génération avant, qui ont été remplacées par la jaune à gold ou d'autres, mais il y a des variétés qui économiquement sont valorisables en fruits de table, même en étant haute tige, puisque ça a été fait pendant des décennies avant 1943. La seule chose, c'est de remettre ça en place avec une donnée économique en plus dans le verger. Donc variété, mais d'abord, il faut qu'il y ait des euros qui rentrent, sinon ça n'a aucun sens de remettre de la biodiversité au-dessus de la prairie, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de cet atelier. Peut-être un petit mot, une phrase de conclusion pour arriver à une Wallonie sans pesticides en arboriculture. Ça sera tout à fait un résumé de la journée. Et maintenant, je suis content, puisque notre copain Yves peut nous entendre. Merci de participer à cette fin de journée. Les réglementations, les politiques à court terme ne mèneront qu'à la faillite du système. Et c'est ce que je vis pour l'instant. Je suis à 400 mètres de la frontière linguistique. À 400 mètres, c'est la Flandre. À 4 km, c'est les Pays-Bas. À 18 km, c'est l'Allemagne. Et nous avons tous des méthodes différentes alors que nous sommes régis, même en bio. 0 pesticides de synthèse ni engrais chimiques, ça c'est clair.
mais nous sommes régis de manière totalement différente. Je rêverais, c'est con parce que si mon grand-père m'entendrait, il m'assassinerait. Je rêverais d'être allemand, quoi. Ouais. Et ils sont en train aussi de serrer la vis, pas pour ceux qui arrivent maintenant, hein, dont on parlait ce matin, mais tout doucement depuis quelques années, parce qu'ils ont une troisième liste dans laquelle ils mettent pas mal de choses. Un petit exemple de la stupidité que nous vivons, c'est, tout le monde connaît les Schweppes? Non, parce que la semaine dernière, lors d'une réunion, il y en a un qui prend un Schweppes à côté de moi, je prends l'étiquette, bon, à mon âge, hein, je prends mon téléphone, j'agrandis, et il dit, ne regarde pas, il y en a dedans, qui me dit. Ben, je dis, oui, je sais qu'il y en a dedans. L'aquacine. L'aquacine, super intéressant pour nous, 2 fois 6 grammes hectare à la fleur, ça nous règle le problème de l'oplocampe. Problème d'oplocampe dont Sylvain n'a pas encore connaissance, mais ça va venir, ne t'en fais pas. Ça vient tout seul, ces choses-là. C'est 100% naturel, puisqu'on peut le boire. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appliquer suivant la réglementation européenne. Pire que ça, les Français, l'année dernière, pouvaient le faire en production fruitière intégrée, PFI, et pas en bio. Vous imaginez? Alors que nous, quand on a des contacts avec la multinationale qui produit ce genre de choses, en tout cas qui le met dans les boissons, dans les sodas, François nous avait dit à une soirée en France, mais tu sais, si tu traites 350 litres de Schweppes agrumes hectare, t'as la dose, hein, qui dit. Ok, vais-je pouvoir expliquer à un auditeur quel qu'il soit, à un contrôleur AFSCA quel qu'il soit, ou même du ministère, au CRA, ils sont ouverts à tout pour essayer, pas de problème, que je traite avec 350 litres de Schweppes agrumes sur mon verger à la fleur. Donc ça veut dire à 160, 180 jours de la récolte. Voilà, donc c'est ce genre de stupidité qui nous bloque vraiment. Monsieur le ministre, si vous nous entendez vraiment, là, il y a vraiment à faire comme dans le cuivre. Si vous voulez tuer la Wallonie, il n'y a aucun problème, on continue comme ça. Hein. Alors, Sylvain? Mais donc, moi, je vais parler de ma chapelle. Hein, mais donc, on a commencé par la première slide ce matin en montrant que la Belgique était un consommateur important de pesticides. Donc, il y en a évidemment pas dans le bio, mais en tout cas sur la partie pesticides, on est à 5 kilos de matière active, d'ingrédients. Et on a vu que sur cette slide-là, la ligne du fond, verger, on était à 45. Et donc, je pense qu'il faut absolument quand même tester. Donc, il y a des approches de réduction drastique de pesticides, d'interdiction en bio, et puis d'aller de plus en plus loin dans les tests. C'est clair qu'il y a plein de contraintes à ne pas traiter, avec l'oplocampe ou d'autres éléments, la tavelure, ça nécessite la fait tremper, on ne met pas de cuivre, donc nos présidents Van Dievoet qui était magnifique en 2022, difficile à vendre en fruits de table en 2024. Et donc le marché n'est pas prêt en magasin à présenter une président Van Dievoet qui est pleine de tavelure ou tachée. Ça fait partie des contraintes. La question, c'est de voir comment est-ce qu'on utilise l'ensemble des moyens pour valoriser ces fruits et les revenus que ça apporte aux producteurs pour essayer de réduire ces utilisations. Et il y a un travail à faire à la fois sur la partie amont, mais aussi sur la partie aval, où est-ce qu'on doit utiliser il y a parfois beaucoup de pesticides qui sont utilisés pour aller chercher les 5% de taches de tavelure qu'on va avoir sur nos fruits. Peut-être qu'en expliquant un petit peu mieux aux gens, même si le marché décide, il veut toujours un beau fruit, qu'avoir quelques taches de tavelure n'impacte pas le goût du fruit et ça permettrait de réduire de manière importante l'utilisation de certains produits. Et donc, il faut peut-être pas tout supprimer, nous on fait le pari d'essayer dans cette voie, mais en tout cas conscientiser sur la simple acceptation de quelques défauts sur les fruits permettrait de réduire de manière très importante l'utilisation en verger. Donc je pense que c'est une voie qu'il faut explorer au maximum. Oui, merci beaucoup. Philippe Thierry? Tout à fait, pour rebondir, je vais suivre dans le sens... c'est-à-dire que pour ma part, si on veut développer l'arboriculture bio, c'est le choix variétal. Il faut changer les variétés, il faut que les producteurs qui passent en bio, que ça arrête de la faire de la pomme, ce que soi-disant le consommateur veut, hein, parce que c'est chaque fois, qu'on arrête de faire de la jungle, ce que j'ai cité là. Il y a des différents programmes, il y a le programme du CRA où la variété appartient encore aux producteurs, ou vous avez d'autres variétés qui existent. Le problème, c'est de les vendre. Après, dans tout le système, il y a un seul qui ne joue pas le jeu, ce sont je dirais, quand vous vendez en local, etc., c'est facile, vous expliquez sur le marché, vous expliquez. Quand vous vendez vers la GMS, donc la moyenne et grande surface, c'est terminé, c'est la qualité, c'est le prix. Et là, ça revient à combien? C'est une question d'éducation du consommateur et de changer. Les seuls acteurs qui ne jouent pas le jeu à l'heure actuelle, que ce soit en bio ou, je dirais même dans le conventionnel, quand on veut essayer de réduire les pesticides, si vous réduisez les pesticides, à un moment donné, vous changez la norme qualitative qu'ils attendent.
que le consommateur ou les distributeurs. Pour ma part, ce sont les distributeurs, parce qu'on donne toujours la responsabilité au consommateur, mais on a façonné le consommateur également, quoi. Voilà. Donc pour ma part, c'est changer les variétés. Voilà, merci beaucoup. Et alors, on va passer au petit mot de conclusion.